Aujourd'hui, nous sommes à Paris, à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, pour rencontrer un homme qui a un travail autant fascinant qu'étrange. C'est Philippe Charlier. Il est à la fois médecin légiste, archéologue et anthropologue. 3 métiers qui se regroupent pour une spécialité, vous allez le voir, plutôt spectaculaire. Son métier, c'est de faire parler les morts, mais surtout les anciens, ceux qu'il appelle ses patients du passé. Là, vous avez des trucs incroyables. C'est caverne d'Ali Baba, hein. C'est magnifique. C'est mon métier, surtout. Désolé, j'en profite pour ranger un peu. J'ai jamais le temps. Il étudie des reliques, des momies, des restes humains anciens afin d'élucider des énigmes historiques et confirmer certains récits ou infos. Et ses cas d'études sont pour le moins hallucinants. Par exemple, sa plus ancienne patiente est la très célèbre Lucie, le squelette fossile d'un australopithèque vieux de 3,2 millions d'années. Et son patient le plus récent est Picasso. Bonjour Monsieur Charlier, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans votre bureau. On est entouré d'objets qui me plaisent déjà énormément. Vous avez une liste de patients assez spectaculaire. On va en nommer quelques-uns. En 2017, vous avez eu accès à des fragments de crâne et des mâchoires attribués à Adolf Hitler, conservés par les archives d'État russes. Comment on arrive à accéder à ce type d'affaires ? Ouais, c'était un journaliste, Jean-Christophe Brizard, qui réalisait un documentaire sur les dernières heures de Hitler à Berlin, en 1945. Il avait déjà obtenu des autorités russes l'accès aux archives inédites. Dans ces archives, il y avait du papier, il y avait des photographies, et puis il y avait des ossements aussi, et des restes dentaires. Et donc du coup, il a demandé à ce qu'une équipe soit constituée, internationale, pour étudier tout ceci. Et donc, c'est moi qui ai réalisé l'étude scientifique. Je pense que j'arrivais au bon moment. Pour des raisons, on va dire, géopolitiques, ça ne pouvait pas être une équipe américaine. Pour des raisons peut-être de transparence et d'indépendance, il ne fallait pas non plus que ça soit une équipe russe qui travaille à cet endroit-là. Et donc du coup, nous, on était neutres. On venait de publier des articles assez intéressants et plutôt bon, je trouve, sur les fausses reliques de Jeanne d'Arc, sur le cœur de Richard Cœur de Lion, sur la cause de mort de Saint-Louis. Donc on avait montré, on va dire, notre qualité. Et donc voilà, donc du coup j'ai eu accès à ces restes. J'ai fait 2 voyages successifs à Moscou. Le premier dans un immeuble assez hanté, si on peut dire. Je m'en suis pas rendu compte, mais en tout cas qui n'a pas une très bonne réputation. La Lubyanka, c'est l'ancien siège du KGB, maintenant c'est le FSB, un immeuble. Oui, très clairement, il s'est passé des choses assez sanglantes, on va dire, dans les sous-sols, aux heures les plus sombres de l'époque soviétique. Et donc c'est là qu'on a étudié la première partie des restes, c'est-à-dire principalement la mâchoire de Hitler, la mâchoire de Eva Braun, la prothèse de Joseph Goebbels et puis divers objets divers retrouvés dans les trous d'obus juste à la sortie de la chancellerie, donc le siège, si on peut dire, le Führerbunker à Berlin. Et puis dans un deuxième voyage, je suis allé étudier cette fois-ci au SMERSH, donc c'est un acronyme qui veut dire mort aux espions, contre-espionnage, les restes d'une calotte crânienne et puis des morceaux de bois aussi qui sont ceux sur lesquels le Führer se serait tiré une balle avec des couleurs de sang à cet endroit-là, sur lequel j'ai pu réaliser un examen morphologique, mais pas de prélèvement en l'occurrence. Alors on connaissait déjà, il y avait déjà eu des photos, il y avait déjà eu des films de ces pièces anatomiques, si je peux dire, mais c'est la première fois que nous, on pouvait faire un examen à la loupe binoculaire et puis faire des prélèvements qu'on a ramenés, qui sont dans ce laboratoire en l'occurrence, du tartre dentaire d'Adolf Hitler. On les a toujours. Et donc, c'est la première fois qu'on pouvait faire ce type d'études complémentaires pour aller plus loin qu'un simple examen visuel. Et le but était le suivant, savoir si c'était un vrai historique. En gros, est-ce que Hitler est bien mort à Berlin en 1945 ou est-ce qu'il a survécu dans un goulag ou ailleurs, ou est-ce que peut-être même ces restes ne correspondent pas à Hitler et dans ce cas-là, ça ouvrait encore la porte pour les théories survivantistes. Voilà. Est-ce qu'il serait allé dans un U-boat, vous savez, un sous-marin en Argentine, au Brésil ou ailleurs, une base cachée en Antarctique ou que sais-je encore. Et en l'occurrence, notre examen a montré que les restes non seulement étaient authentiques, mais qu'en plus ils correspondaient bien
à Adolf Hitler en 1945, parce qu'on avait des radiographies de référence qui sont conservées aux États-Unis, à Quantico, et qui montrent que les prothèses n'ont pas du tout bougé, n'ont pas évolué, il n'y a pas eu de reprise non plus. Et ces radiographies ont été faites en 1944, juste après l'opération Valkyrie, où malheureusement Hitler n'a pas été tué. Donc l'histoire est bouclée, la boucle est bouclée, tout est terminé. Hitler est bien mort à Berlin en 1945. Et comment ça se passe? Comment était le climat quand vous étiez en train d'étudier les os? Est-ce qu'on est surveillé? C'est un peu glacial. Est-ce qu'il y a des gens avec vous? Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que ça me paraît fou de... Bon, vous l'avez expliqué que c'était très bien d'être français. Est-ce qu'il y a eu d'autres spécialistes qui ont eu accès aux os d'Hitler? Non, personne d'autre n'est retourné sur ces reliques, entre guillemets, depuis cette période-là. Et comment ça se passe, je veux dire, en termes de climat? Comment ils vous accueillent? Ils sont sympas? Ils vous parlent pas? Ils sont avec vous dans la pièce? Alors, ils sont attentifs? Très clairement, on n'est pas allé boire des coups après, ensemble. Non, le climat est vraiment sérieux. Le climat au FSB était chaleureux, presque. Chaleureux. Je pensais pas dire le mot chaleureux avec FSB, mais il était chaleureux. Et en tout cas, il était... très clairement, on était là pour résoudre un problème. Il y avait une ouverture totale. Rien ne nous était caché ou autre. C'est-à-dire que tout était vraiment bien cadré dès le départ. Très clairement, on était dans une pièce. Très clairement, on était surveillé. Très clairement, il y avait des caméras, en plus de la nôtre, qui vérifiaient qu'on faisait pas des choses qui étaient interdites. Voilà. Mais ça allait. Honnêtement, ça allait. Bon, on nous a fait faire 10 fois le tour du bâtiment avant pour ne pas qu'on sache exactement à quel endroit on se trouvait dans cet immense bâtiment. Il y a eu 4 vérifications du passeport, etc. On était une équipe de tournage qui était réduite. Moi, j'étais le seul scientifique, mais j'ai pu prendre tout le temps que je voulais, faire toutes les images que je voulais, réaliser le prélèvement en bonne et due forme. Il y a vraiment, pas de souci. C'était très bien cadré. L'ambiance était beaucoup plus froide, pour ne pas dire tendue, avec le SMERSH en l'occurrence, pour lequel on avait obtenu une autorisation d'ouvrir les contenants, de réaliser des prélèvements, et puis il y a eu un changement complet vis-à-vis des autorités russes du SMERSH quand on était sur place, et tout d'un coup tout s'est arrêté brutalement, ils n'ont pas voulu qu'on aille plus loin. J'avais heureusement déjà fait les observations minimales qui étaient nécessaires, et donc j'ai pu procéder à l'examen médico-légal, mais cette fois-ci sans prélèvement, alors qu'on avait normalement l'autorisation de faire des prélèvements. Et ça sans explication, c'est... Ok. Voilà, brutalement, un durcissement de ton ou autre chose. Vous imaginez bien que on insiste une fois, mais pas deux. Dans le bureau de Philippe Charlier, sa quantité impressionnante de reliques, de sculptures, d'objets historiques ont tous une explication ou une histoire. Ouais, ça c'est un objet assez intéressant qui vient des îles de la Sonde, donc on est en Indonésie, et en fait quand vous avez des fantômes, donc des esprits errants qui se manifestent sous la forme de, une porte qui claque, une maison qui s'écroule, vous cassez 3 fois la gueule dans la même journée, donc vous comprenez qu'il y a un signe, il y a un souci qui se passe, et bien c'est qu'en fait il y a un esprit qui est errant et qui vous veut du mal, et donc du coup on va le fixer. On va faire ce type d'objet, donc c'est un trône en l'occurrence, on voit que c'est un fantôme qui est plutôt de quelqu'un de l'élite, avec des grosses pendeloques au niveau des oreilles, une sorte de diadème, et je peux même vous dire que c'est un esprit masculin puisqu'il a les 2 jambes qui sont parallèles. Si jamais ça avait été un esprit féminin, l'individu aurait eu les jambes croisées. Donc même le sexe des fantômes, on peut le déterminer de cette façon-là. Et on va le stocker à l'intérieur de ce trône de fantômes. Donc c'est pas juste un morceau de bois sculpté fort joli, c'est qu'à l'intérieur, dans la métaphysique, on va dire, de ce contexte-là, il y a un fantôme qui est stocké, et au moins il ne bouge plus, il arrête de faire du mal et d'embêter les gens autour de lui. C'est une sorte de capture, comme dans Ghostbusters, quoi. Le petit truc oui, c'est ça. J'ose vous demander qu'est-ce que c'est que cette... C'est un buste d'Allan Kardec. Ça, c'est un buste qui est en plâtre peint, qui vient du Brésil, où le kardécisme, c'est-à-dire le spiritisme inventé par Allan Kardec, est quasiment une religion d'État. Comme tous ces livres aussi, vous voyez, on a des vieux grimoires de métaphysique, de métapsychique, des livres sur l'envoûtement. Alors, ils ont vécu, je peux vous dire. Ça, c'est une édition un livre de spiritisme écrit par Allan Kardec. C'est une édition ancienne du spiritisme à sa plus simple expression. C'est incroyable. Alors ça, évidemment, on peut se dire, quel est le rapport avec la médecine ? Justement, la médecine est pleinement, en fait, dans... Tenez, regardez. J'ose pas le toucher, moi, c'est une relique. Profitez-en.
Et on est pleinement en fait dans une démarche de médecine parce que la médecine prenait part à part entière dans toutes ces pratiques. Et puis on s'intéresse à l'anthropologie autour de la mort, l'anthropologie autour de la maladie. Et quand on prend en charge un patient, c'est dans sa globalité, avec ses croyances, ses systèmes de pensée et sa façon d'organiser bien la lutte contre l'inconnu. Et l'inconnu, c'est le lendemain, la maladie, la mort. Il n'y a rien d'autre. C'est juste ces trois choses-là. Donc quand on est médecin et anthropologue, on doit aussi s'intéresser à ce genre de choses. Il a étudié plusieurs thématiques qu'on aime bien ici, comme les vampires ou les fantômes. Et vous verrez plus tard, il nous parlera même de son travail sur les zombies. Pour continuer avec vos passions les plus mémorables, vous avez mené une analyse sur des os et des restes attribués à une héroïne française, Jeanne d'Arc. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure ? Alors, je travaillais à l'origine sur une autre patiente du passé qui s'appelle Agnès Sorel. C'était la favorite officielle du roi de France, Charles VII. Et je récupérais un peu les restes éparpillés de cette femme. Il y avait une mèche de cheveux d'elle dans un cadre doré. Et en allant travailler sur cette mèche de cheveux, j'ai vu dans la même vitrine, dans ce musée qui était à Chinon, on est sur les bords de la Loire, eh bien je découvre un bocal qui s'appelle le bocal de Chinon, qui contiendrait les restes présumés de Jeanne d'Arc. Je me dis, voilà un sujet intéressant pour la prochaine étude. Et donc je le garde dans un petit coin de ma mémoire. 2 ans après, l'étude se termine et je joins la Société des Amis du Vieux Chinon et je leur demande s'ils seraient d'accord pour me confier ce bocal pour analyse. Et donc du coup on ouvre ce bocal et ses différents contenants, le bocal avait déjà été brisé. En fait c'est un vieux bocal qui est grand comme mon mug, à peu près mon mug. Et à l'intérieur il y avait un petit fémur de chat noirci, 3 petits charbons, noir évidemment, et puis un fragment de côte humaine recouvert d'un petit peu de charbon entre guillemets noirâtre, et puis un tissu un peu noir aussi carbonisé. Donc un ensemble, tout ça, avec une étiquette dessus avec une calligraphie un peu à l'ancienne, un peu archaïque, qui disait « Reste trouvé sous le bûcher de Jeanne, pucelle d'Orléans ». Plutôt sympa comme dossier. Et donc on étudie ces restes et on se rend compte assez vite que c'est pas du charbon, mais c'est plutôt de la poix, du bitume. On se rend compte que le tissu, c'est un tissu de lin, mais comme on peut en trouver autant au Moyen-Âge que pour des périodes beaucoup plus anciennes. On se rend compte que oui, quand même, le fémur de chat, c'est un peu bizarre, c'est un peu chelou pour être honnête. Et en fait, c'était un chat égyptien, une espèce égyptienne. Et ça, c'est l'archéozoologie qui nous permet de le dire. Et puis, la côte, pareil, elle n'est pas du tout carbonisée, elle n'a pas du tout été soumise à une température élevée, mais c'est plutôt des restes de bitume qu'on voit dessus. Et la conclusion vient quand on a la datation au carbone 14, donc l'ancienneté des restes, aux alentours du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. En fait, c'était des fragments de momies égyptiennes, et c'était un faux historique. C'était un apothicaire, donc un pharmacien du 19e siècle, au moment du procès de béatification de Jeanne d'Arc, processus qui est local, qui se passe à Orléans, et il avait récupéré dans un fond d'armoire ce qu'on appelle de la mumia, donc des fragments de momies égyptiennes, qu'à l'époque, au 19e siècle, on utilisait encore pour traiter toutes les hémorragies, le nez qui saigne, les hémorroïdes ou les règles qui durent trop longtemps. Donc il a pris ça dans sa pharmacopée, si je peux dire, dans ses matières premières. C'est même son écriture, parce que l'écriture, l'analyse graphologique a montré que l'inscription sur le haut du bocal, quand on a comparé ça avec des anciennes prescriptions de cet apothicaire, c'est la même écriture, mais transformée un peu, archaïsée comme on dit. Donc c'était un faux historique, et c'est peut-être sur ce faux-là que, un peu comme dans une partie de poker, Jeanne d'Arc a été béatifiée à Orléans. Je dis pas qu'elle l'aurait pas été sans ce bocal, mais c'est peut-être la petite goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres, entre guillemets, et qui a permis du coup de faire passer Jeanne du côté de la bienheureuse et ensuite sainte. Mais dans quel but ils font des faux en fait ? Ils font des faux parce qu'à l'époque, Jeanne d'Arc était disputée entre trois clans. L'extrême droite déjà, parce que Jeanne d'Arc avait bouté les Anglais hors de France. L'extrême gauche, anticléricale, parce que Jeanne d'Arc avait été abandonnée par l'Église, puisque c'est l'Église qui l'avait fait brûler. Et puis l'Église elle-même, parce que finalement l'Église s'était retournée, avait fait un procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc et l'avait acceptée finalement comme une femme importante pour la chrétienté. Et donc du coup, les trois partis, si je peux dire, s'opposaient un tout petit peu en cette deuxième moitié du 19e siècle, et c'était un peu à qui allait, vraiment sur un jeu de poker, jouer une quinte flush. Et qu'est-ce qui se passe ? Cet apothicaire dit que miraculeusement, il a retrouvé des reliques, entre guillemets, des restes de Jeanne. Et donc, il fait un faux, et il apporte ça sur la table un matin en disant « Regardez ».
Voilà. Si c'est pas un signe, ça, qu'il faut l'accepter parmi la communauté des bienheureux, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt de faire un faux historique. Et c'est encore plus intéressant, je trouve, le fait que ça soit un faux historique, et quel faux il a utilisé, plutôt que ça soit vraiment Jeanne d'Arc. Jeanne, c'est la mort la mieux documentée de tout le XVe siècle. On sait tout de elle. Le nombre de témoins qui vont nous dire a été brûlé 3 fois de suite. Parce que première crémation de Jeanne, il y a juste le bout des pieds et le bout des mains qui est brûlé, et sa robe. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on voit qu'elle est femme, et fort belle femme. Ensuite, du coup, les Anglais veulent se débarrasser du corps, ils remettent le feu une deuxième fois. Cette fois-ci, il reste le tronc. Juste le tronc. Et un truc un peu miraculeux, le cœur qui, paraît-il, bat encore. En fait, ça c'est un truc qu'on connaît bien en médecine légale, de temps en temps, il peut y avoir des petits battements comme ça, de temps en temps, du cœur, principalement quand c'est une mort qui est d'origine thermique. Ça peut arriver, mais c'est pas un vrai battement, hein, mais c'est une petite contraction de temps en temps. Mais on peut comprendre qu'au XVe siècle, ça impressionne un peu. Du coup, les Anglais mettent ensuite une 3e crémation, parce que quand même, il faut rien laisser, et là, il reste plus rien, et le peu qui reste est pris par le bourreau, qui met ça dans un sac, et qui va ensuite sur le vieux pont de bois, qui traverse rive gauche, rive droite, et là il jette ça dans la Seine, et ensuite c'est allé se déverser avec le courant sur la façade de la Manche, tout simplement. Elle a eu du mal à disparaître, Jeanne, oui. Ah, c'est impressionnant. Et je voulais donner un 3e exemple sur lequel vous avez travaillé, un dossier, parce que ça m'apparaît complètement fou de nouveau, c'est les enfants de Toutankhamon. Ça, de nouveau, comment vous arrivez sur ce dossier? Comment ça se passe? Alors j'arrive sur ce dossier parce que c'est d'abord un de mes collègues américains qui publie dessus, et qui publie une étude où il essaie de déterminer la cause de leur mort. Sauf que moi à l'époque j'avais donc ces 2 fœtus en l'occurrence, hein, ce sont 2 enfants qui n'ont pas vécu et qui sont morts. Probablement ils n'ont pas vécu parce qu'il y avait beaucoup d'endogamie et que la maman de ces jumeaux était en fait la sœur de Toutankhamon. Donc forcément ce sont des enfants qui n'avaient pas grand chance de survivre. Et alors c'est pas très glamour, mais moi j'ai comparé ces 2 fœtus avec des cas de fœtopathologie sur lesquels j'avais travaillé quand j'étais à l'époque interne à Lille, au centre hospitalier et universitaire. Et je me souviens qu'avec mes collègues, on avait autopsié des enfants qu'on dit des fœtus macérés. Donc ce sont des enfants qui sont morts in utero, mais qui n'ont pas été expulsés tout de suite. Et parfois ce sont des jumeaux. Donc il y en a 2 jumeaux, ils sont tous les 2 dans soit la même cavité, soit 2 cavités différentes, et il y en a un qui meurt et l'autre qui vit un peu plus longtemps, mais parfois qui finit lui aussi par mourir. Et à ce moment-là, les 2 sont expulsés. Ce qui explique qu'on a des conservations des corps qui sont un peu différentes pour les 2 jumeaux. Et c'est exactement le cas qui s'est passé avec les 2 jumeaux que Toutankhamon a eu avec Ansen-Amon. On a vraiment 2 corps qui sont de développement différents, de conservation différents, qui ont été très difficiles à momifier, on peut le comprendre. Et c'est en confrontant en fait la réalité médicale du XXIe siècle avec les données archéologiques de la XVIIIe dynastie qu'on arrive à peut-être démêler le vrai du faux. Donc là, c'est vraiment l'expérience de fœtopathologie qui a apporté tout son avantage. Je vous montre un dernier objet, si vous voulez. Ça, c'est un objet sympa. Vous êtes déjà allé en Thaïlande ou pas, sans être indiscret? Non, jamais été. Alors, si vous allez en Thaïlande, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle les tatouages bouddhistes. Il y a une célèbre actrice américaine qui a le dos entièrement tatoué de cette façon-là. Et alors, quand on n'a pas envie d'avoir ce type de tatouage, qui en fait sont des tatouages de protection, contre le mauvais œil, contre les attaques, etc., eh bien on peut acheter sur des équivalents de marché au fétiche ces surchemises. Ce sont des chemises que vous mettez contre la peau, sous votre chemise ou sous votre t-shirt, et c'est un double, tout simplement, des tatouages bouddhistes de protection. C'est incroyable. Et donc ça vient de ce qu'on appelle le marché au fétiche, ou le marché des amulettes, plutôt, sur le bord de la Chao Phraya, à Bangkok, et c'est un objet qui vous sert de protection contre le mauvais œil, contre les sortilèges, mais également et surtout contre les fantômes. Et les histoires de zombies circulant dans Haïti fascinent très vite les producteurs de cinéma. Le zombie est-il vivant? Est-il mort? Mort-vivant? Plus de 600 films ont porté sur ce sujet, à commencer par The White Zombie, le premier du genre, datant de 1932. Est-ce que les zombies, ça existe vraiment? Eh ben, vous avez 4 heures. Alors, les zombies de Walking Dead, les zombies de pacotille, si je peux dire, ceux du cinéma hollywoodien, non, franchement, pas du tout. Ou alors, sur les trottoirs, avec tous les camés de méthamphétamine, ça, c'est vraiment un état qui est proche de la zombification.
En revanche, le zombie, le vrai zombie, il existe en Haïti principalement, mais ce ne sont pas des morts vivants, ce sont des individus qui ont été mis en état de mort apparente parce qu'ils faisaient du mal initialement à la société et que du coup ils ont été jugés par ce qu'on appelle des sociétés secrètes, donc des descendants des esclaves sur la terre de l'ancienne Saint-Domingue, à Haïti maintenant, et qui se sont regroupés et qui font une sorte de justice parallèle, de justice coutumière, en marge du vaudou haïtien. Et donc ils ont été drogués, ils ont été intoxiqués avec une drogue qui s'appelle la tétrodotoxine. Ils ont été donc mis en état de mort apparente, c'est-à-dire que le cœur bat très lentement, la respiration est très ralentie, la température corporelle est abaissée et ils sont conscients. Ils ont les yeux grands ouverts, ils voient tout, ils entendent tout, ils comprennent tout, mais ils sont paralysés. Ils sont enterrés vivants, d'accord, le jour même généralement, donc ils assistent à leurs propres funérailles. Il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés qui s'en sont sortis, qui m'ont raconté les pelletées de terre qui tombent sur la vitre, qui est au niveau de leur cercueil, au niveau du visage, jusqu'à l'obscurité complète. Il y en a une autre qui m'a raconté qu'elle entendait les funérailles, parce que les funérailles sont chantées en Haïti, donc elle entendait les chants, etc. Et puis ensuite, de moins en moins, et puis ensuite plus rien du tout. Non pas parce que les gens étaient partis, mais parce qu'on avait fini de murer sa sépulture, tout simplement, et qu'elle était enfermée vivante dans son cercueil et dans sa sépulture. Et généralement, on vous sort dans la nuit. Vous êtes enterré vers 4-5 heures de l'après-midi et vers 2-3 heures du matin à peu près, ou peut-être minuit, vous êtes sorti de votre sépulture, donc profanation de sépulture. Là, on vous met la tête en bas pour faire réaffluer un petit peu le sang dans le cerveau. On vous donne on va dire des produits toxiques aussi, qui sont un peu des antidotes partiels de ce qu'on vous a donné pour vous mettre dans cet état de mort apparente. Et puis ensuite, on vous change votre nom, votre prénom, et vous allez vivre une vie d'esclave, littéralement, des temps modernes, à l'autre bout de l'île, dans un champ de canne à sucre, dans une usine, dans une rizière. Et c'est ça, en fait, le zombie. C'est un individu qui est d'abord en état de mort apparente, puis en mort sociale, et qui est complètement, c'est un paria, quoi. Il est hors du circuit et du monde des vivants. Et ça peut durer comme ça pendant des années. On lui donne un régime sans sel parce que ça le met vraiment dans un état de hébétude. Il est un peu groggy, il est un peu un légume, si je peux dire. J'aime pas cette expression, mais il n'y a pas mieux. Et puis parfois on lui donne même des barbituriques ou des benzodiazépines, donc des médicaments psychotropes, pour vraiment le mettre dans une sorte de camisole chimique. Et ça va durer 10 ans, 20 ans. Maximum que j'ai rencontré là-bas sur l'île, quand je suis allé travailler sur ce sujet, c'est 40 ans. Quelqu'un avait été 40 ans zombie. Et puis un jour, ça va s'arrêter parce que soit le maître, entre guillemets, a un accident de voiture, ou il y a un tremblement de terre, il est tué dans sa maison, et l'esclave, si je peux dire, donc le zombie, est dans le champ, et lui, il survit. Et puis, il va avoir un peu faim un jour, donc il va commencer à manger. Il va manger ce qu'il va trouver, et généralement, c'est des choses avec du sel, tout simplement. Ou alors, il va pas avoir sa dose quotidienne de barbiturique, benzodiazépine, et donc, au fur et à mesure, il va reprendre conscience. Clervus Narcisse est officiellement mort et enterré en 1962. Pourtant, 18 ans plus tard, il réapparaît bien vivant. Une enquête sociale, administrative et policière, impliquant des services européens, a établi que sa zombification avait été commanditée par son frère, à la suite d'une discorde au sujet d'un héritage. Donc c'est ça les zombies. Et les zombies, ça existe. C'est 50-55 000 individus à peu près, actuellement, en Haïti, sur une population de 10-13 millions. Donc c'est marginal, mais c'est quand même pas négligeable. Mais ça, c'est uniquement en Haïti. 99% en Haïti. Il y a 3 autres cas qui ont été décrits, au Cameroun et en Afrique du Sud, mais au sein de la diaspora haïtienne. Donc c'est vraiment une spécificité de Haïti. Alors une chose importante, il ne faut pas caricaturer les choses, notamment vis-à-vis de la communauté haïtienne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire Haïti aux zombies. Ça serait une erreur monstrueuse. Et il ne faut pas non plus réduire les zombies au vaudou. C'est vraiment en marge. Le vaudou est une religion, c'est pas une sorcellerie. Et cette pratique-là, elle est vraiment en marge du vaudou. C'est une société secrète qui fait ça. Et à l'origine, c'est pour les gens qui font le mal. Ensuite, ça a été dévoyé. Moi, j'ai rencontré des individus qui ont été zombifiés, mais parce que certaines personnes ont été corrompues pour en faire des zombies. Il y a une belle-mère qui a zombifié son gendre parce qu'elle ne le trouvait pas à son goût. Il y a un mari qui a zombifié son épouse parce qu'il voulait partir avec sa maîtresse et que l'épouse refusait le divorce. Donc du coup, il s'est dit, allez, je vais zombifier ma femme, comme ça je serai tranquille. Il faut bien comprendre que la zombification est une peine qui est pire que la mort. Il vaut mieux mourir qu'être zombifié.
Comment les gens ils en sortent? Comment ils en sont? Ils ont forcément des séquelles. Ils ont plein de séquelles. Des séquelles physiques d'abord, parce que quand le cœur bat très très lentement, le cerveau il peut souffrir. Donc certains des patients que j'ai rencontrés qui avaient été des zombies avaient une séquelle d'accident vasculaire cérébral, donc une paralysie au niveau du membre inférieur, du membre supérieur, difficulté à parler, nécrose du bout de la langue. Très souvent ils ont une voix nasillarde, parce que justement ça donne une nécrose du voile du palais, avec une voix très très particulière, une voix un peu nasale. Et puis surtout des dégâts qui sont psychologiques. Il y en a une que j'ai rencontrée qui était on va dire en extase mystique quasiment, une autre qui faisait des crises d'épilepsie toutes les 5 minutes. Et vous, quand vous allez sur le terrain, je suis désolé, ça m'intéresse trop, mais quand vous allez sur le terrain, vous vous mettez pas en danger ou comment les gens ils se reçoivent Alors moi je me mets pas en danger parce que j'ai ma casquette d'anthropologue et de médecin, donc je suis on va dire sincère dans ma démarche. Moi j'ai été initié au vaudou il y a 18 ans, au vaudou béninois en l'occurrence, donc j'arrive en connaissant un tout petit peu pas un tout petit peu, mais en connaissant la façon de faire, sachant que le vaudou du Bénin, Afrique de l'Ouest et le vaudou d'Haïti ne sont pas du tout la même religion, mais ils ont pas mal de choses en partage l'un et l'autre. Non, j'y vais. Vous savez, on vous fait sentir très vite, soit si vous posez des questions qu'il ne faut pas poser, soit si vous êtes à un endroit où il ne faut pas aller. Donc quand on y va de façon sincère, en faisant une enquête anthropologique à pas de chat, tout simplement, il n'y a pas de souci particulier. Est-ce que vous avez une créature fantastique préférée? Est-ce que vous étiez fasciné par une créature, que ce soit le zombie ou... Créature fantastique préférée, ça c'est une bonne question. Les Yurei, c'est le fantôme japonais. Et c'est celui que je trouve, d'abord il est spécifiquement féminin, il est extrêmement attirant, je dis pas ça de façon perverse, hein, mais esthétiquement, c'est des peintures qui sont vraiment d'une beauté ahurissante. Il se théâtralise aussi sous la forme du théâtre No, sur la scène du Japon. Donc oui, je suis vraiment fasciné par les fantômes et principalement les fantômes japonais. Merci beaucoup. Merci. C'était incroyable. Franchement, elles sont incroyables ces histoires. Ça donne envie d'en entendre plus. Merci beaucoup.